1939, l'invasion de la Pologne par la Wehrmacht allemande bat son plein. En quelques jours, les troupes allemandes percent les lignes de défense polonaises, de manière rapide, coordonnée et avec une nouvelle forme de guerre qui sera plus tard connue sous le nom de Blitzkrieg. Le plan consiste à submerger l'adversaire par la vitesse, la surprise et la coordination étroite entre les unités blindées, l'infanterie et la Luftwaffe avant qu'ils ne puissent réagir efficacement. Les forces blindées jouent un rôle central. Des chars légers et moyens comme les Panzer I et II pénètrent profondément à l'intérieur du pays, coupent les lignes de ravitaillement et sèment le chaos derrière les lignes ennemies. Quand on regarde des enregistrements et des photos des premières années de la guerre, un détail saute particulièrement aux yeux. Les chars allemands portent de grandes croix blanches bien visibles comme signe de reconnaissance. Mais plus la guerre avance, plus ce signe voyant disparaît. À la place, on voit presque exclusivement le Balkenkreuz, que l'on associe encore aujourd'hui étroitement à la Wehrmacht. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Pologne ? Pourquoi la croix distinctive a-t-elle été modifiée pendant la campagne et quelles expériences au front ont conduit à cette décision ? Pour tous ceux sans lien avec l'armée, les armées utilisent des insignes nationaux ou des marques similaires sur les véhicules, les avions et plus ou moins sur tout équipement de grande taille. Das sich im Feldeinsatz befindet. Que ce soit une cocarde sur un avion, une étoile comme sur les chars américains ou soviétiques, ou même le Z que les soldats russes ont utilisé au début de l'invasion en Ukraine, cela n'a aucune importance. Cela ne sert qu'à une seule chose, identifier sa propre unité. Si un tireur anti-char voit un char mais a du mal à l'identifier, il pourrait s'agir d'un char ami. Pour éviter les tirs amis, on utilise justement des symboles. Chaque tireur ne connaît pas forcément tous les modèles de véhicules alliés ou ennemis. Surtout lorsque plusieurs nations combattent ensemble, cela devient très confus, car chaque pays fabriquait ses propres chars, véhicules, avions ou autres équipements, avec des modèles toujours plus récents au fil de la guerre. Lors de l'invasion alliée en Normandie, on a par exemple décidé d'apposer des bandes d'invasion sur tous les avions afin de pouvoir les distinguer clairement des appareils allemands. Ainsi, il suffisait de se rappeler que les avions avec des bandes étaient antamicaux et que ceux sans bandes pouvaient-ils potentiellement être ennemis, sans avoir à mémoriser chaque type d'avion. C'était similaire du côté allemand. Vous voyez ici, les avions allemands avaient généralement de grandes marques jaunes ou parfois blanches, selon le front. Et elles servent à ce que leurs propres artilleurs anti-aériens sachent qu'il s'agit d'un de leurs propres avions avant de l'abattre. En fin de compte, cela sert surtout à montrer d'abord à nos propres unités que nous sommes alliés et que nous n'avons pas d'intention hostile. Et comme chaque pays a porté ses propres symboles, l'inspection des troupes motorisées a décidé, le 13 juillet 1939, que cette croix blanche devait être apposée sur tous les véhicules blindés. Ainsi, on pouvait relativement bien reconnaître les chars alliés. Mais il y avait évidemment un gros problème, car la croix blanche était justement blanche et donc très voyante. Les ennemis la repéraient extrêmement rapidement, ce qui leur permettait de détecter et d'identifier très vite le char ennemi. Les premières batailles de la guerre ont donc clairement montré qu'une grande croix blanche sur tous les côtés du véhicule était très contre-productive. Non seulement cela permettait à l'ennemi de repérer rapidement le char, mais cela servait aussi de repère supplémentaire pour un tireur anti-char. Il fallait donc y remédier. Certaines unités ont commencé à simplement repeindre les croix blanches pour réduire leur visibilité, mais il s'agissait d'une méthode improvisée et isolée de la troupe, rien d'officiel. Ce ne serait pas une véritable armée allemande sans quelques règlements, ordres ou normes. Il y a donc eu, en remplacement de la croix blanche, un nouvel ordre en octobre 1939, soit environ un mois après le début de la guerre, qui stipulait qu'une petite croix noire devait être dessinée à l'intérieur, ne laissant ainsi que le contour de l'original. Elle existait alors sous de multiples formes, épaisse, fine, à contour épais ou fin, uniquement contour blanc, ou croix noire dans une croix blanche à contour noir. Mais il s'agit aussi d'angles qu'on ne peut marquer que d'une certaine façon. Il y avait aussi une croix noire avec un contour blanc, il existe également une croix noire entièrement entourée de blanc, et ainsi de suite. Il y avait énormément de variantes différentes, dans des tailles et des largeurs très variées. Mais le principe était toujours le même. Le Balkenkreuz noir et blanc servait de signe de reconnaissance.
Et cela a plutôt bien fonctionné pendant un certain temps, jusqu'au 18 août 1944, il a été proposé de remplacer les bandes blanches par des marques rouges moins visibles. Ainsi, une croix blanche est devenue un Balkenkreuz, puis a changé de couleur vers la fin. Tout cela pour les troupes blindées, comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi seulement pour les troupes blindées ? Eh bien parce que la Luftwaffe l'avait déjà ainsi dès le début, mais elle l'a aussi développé en différentes variantes. D'autres armées, comme les États-Unis, ont eu le même problème mais avec une étoile blanche au lieu d'une croix. Nous en parlerons une autre fois. La guerre était finie, l'Allemagne divisée, et une décennie plus tard, la Bundeswehr fut fondée à l'ouest, nécessitant son propre insigne. C'est alors que la croix noire, ou plutôt la croix de fer, entra en jeu, qui fut encore modifiée au fil du temps. D'ailleurs, à l'époque, de nombreux hommes politiques se sont indignés de cette décision. Le chef de la chancellerie fédérale de l'époque, Hans Globke, voyait tout cela d'un œil sceptique. Citation de la réunion du cabinet en 1956. Je ne comprends pas pourquoi la Bundeswehr souhaite la croix de fer, alors que tous les autres États de l'OTAN arborent 3 cercles aux couleurs nationales. Fin de citation. Il faisait référence à la cocarde. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Car les États-Unis n'ont pas non plus leur drapeau national à l'intérieur d'un cercle, mais ils avaient ce logo au moment de la décision, ou bien au moment de la critique, et d'autres pays aussi, comme par exemple un pays membre et aussi pays fondateur, le Portugal a tout aussi peu les drapeaux nationaux à l'intérieur d'un cercle. Je pense qu'ici, on a simplement cherché un prétexte pour argumenter contre la croix de fer, qui pourtant nous accompagne encore aujourd'hui. Et c'est à juste titre. Je peux comprendre à ce niveau qu'on argumente contre le national-socialisme ou contre les symboles du national-socialisme, surtout après la dénazification qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. A été réalisée ou du moins recherchée. Mais la croix de fer, même si elle a retrouvé une grande popularité sous le national-socialisme, n'est ni une distinction ni un symbole que les nazis ont inventé ou développé. Mais elle remonte à une longue tradition et bien sûr à la Prusse et non pas au Troisième Reich qui nous a surtout marqué sur le plan militaire. Personnellement, je trouve la décision plutôt bonne, car la croix de fer correspond mieux, à mon avis, aux traditions et elle est aussi bien plus esthétique qu'une cocarde noire, rouge et or. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'Algecreu. Un remerciement tout particulier, comme toujours, au lieutenant-colonel Rennecke, Silla, Fittich, Fedi et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine vidéo.